Bonjour à tous, ça faisait très longtemps que je voulais vous traduire et résumer l'ouvrage None Dare Call It Conspiracy de Gary Allen et Larry Abraham, 1971, qui veut dire personne n'ose appeler ça une conspiration. C'est un petit peu la base de tous les ouvrages qui ont suivi dans ce même domaine de dénonciation des conspirations. Si ma mémoire est bonne, c'est le père Régimbal, donc catholique québécois, qui l'avait cité parmi ses sources dans une vidéo de 1983. Et il me semble qu'il y avait aussi Anthony Cyril Sutton, canadien aussi, qui l'avait cité parmi les sources. Je vous ferai un résumé aussi d'ailleurs du film Mind Control in the United States de Jacobson. Allez, écoutez, je vous propose de commencer. L'histoire mondiale n'est pas le fruit du hasard ou de coïncidences malheureuses, mais le résultat d'une planification méticuleuse orchestrée par une élite de l'ombre. Cette prémisse fondamentale s'oppose radicalement à la théorie accidentelle, entre guillemets, promue par les milieux académiques et les grands médias. Ces derniers agissent comme des créateurs de paysages artificiels, dissimulant une réalité complexe derrière des explications simplistes et des distractions visuelles. Les crises économiques, les inflations galopantes et les conflits internationaux ne sont jamais des erreurs de jugement de dirigeants incompétents, mais des étapes calculées pour transformer la structure même de la société. Je vais vous donner un petit exemple, petite parenthèse, à propos de Trump. Certains pourraient dire, comme d'autres dirigeants d'ailleurs, il fait n'importe quoi, est-ce qu'il a perdu sa tête, est-ce que... Non, pas du tout, je dis toujours c'est dangereux de dire ça, parce que ça leur donne une excuse. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des analystes qui ont regardé chacune de ses actions ces dernières années, que ça concerne la guerre avec l'Iran ou plein d'autres éléments. À chaque fois, il y avait un conflit d'intérêts avec les actifs de sa famille, de lui et de sa famille. Donc voilà, c'est fait exprès. C'est pas de l'incompétence, c'est pas de la folie, c'est autre chose. J'en profite, oui, pour vous dire que ce résumé écrit, qui fait une quinzaine de pages, vous pouvez le trouver sur Patreon. Pour ceux qui sont sur Patreon, eh bien, juste en dessous du post, à la fin du post, en fichier PDF. Si la loi des moyennes s'appliquait, au moins la moitié des décisions politiques favoriserait le peuple. Or, la répétition constante des mêmes erreurs, entre guillemets, qui sont néfastes, démontre une intentionnalité brillante et malveillante. Le système politique, qu'il soit dirigé par des républicains ou des démocrates, aux États-Unis, suit une trajectoire identique, malgré les promesses électorales de changement. Cette continuité prouve que le pouvoir réel ne réside pas dans les urnes, mais entre les mains de ceux que l'auteur nomme les insiders, c'est-à-dire ceux qui sont à l'intérieur, qui savent. Ce groupe restreint utilise l'appareil médiatique pour ridiculiser toute tentative d'enquête sérieuse sur ses activités, qualifiant systématiquement les chercheurs de paranoïaques. Vous voyez, cet ouvrage date de 71, il a donc 55 ans, et avant le terme complotiste, eh bien on disait ça, on disait paranoïaque, voilà. Ils ont toujours trouvé un terme pour essayer de nous décrédibiliser. Ou de fanatique. Cette stratégie psychologique vise à maintenir le public dans l'ignorance par crainte de l'ostracisme social. L'ostracisme, c'est quand on vous met de côté de la société. On vous met en marge de la société. La respectabilité devient alors une arme de contrôle efficace, empêchant les classes professionnelles et intellectuelles de dénoncer des faits pourtant évidents, par peur de perdre leur statut ou leurs contrats gouvernementaux. L'existence de ce réseau n'est pas une simple conjecture. Le professeur Carroll Quigley, donc un autre que cite le père Régimbal comme source, une autorité académique respectée ayant enseigné dans les plus grandes universités, a révélé dans ses travaux l'existence de cette structure après avoir étudié ses archives secrètes pendant 2 décennies. Ce réseau ambitionne de mettre en place un système mondial de contrôle financier aux mains de privés, capable de dominer le système politique de chaque pays et l'économie mondiale dans son ensemble. Le projet final prévoit un contrôle total de l'individu. Chaque être humain sera numéroté dès la naissance et suivi tout au long de son existence, de son éducation à sa retraite, limitant ses choix à des alternatives extrêmement étroites définies par l'élite. Il s'agit d'une volonté de puissance absolue, cherchant à éradiquer toute forme de liberté individuelle réelle. Pour atteindre ce but, les conspirateurs emploient une tactique de double pression. D'une part, une pression par le haut,
hein. Alors ça pourrait être la synarchie, hein, la révolution par le haut, via les structures gouvernementales, les organisations internationales et les grandes institutions financières qu'ils contrôlent totalement. D'autre part, une pression par le bas, en exploitant ou en fomentant des problèmes sociaux artificiels. Donc, petite parenthèse, dans la révolution par le bas, par exemple, c'est l'anarchie. La pauvreté, l'ignorance et la maladie servent de prétextes moraux pour accroître l'intervention de l'État et justifier la mise en place d'une dictature technocratique. Il avait tellement raison, une petite parenthèse, en 71, parce que c'est exactement ce qu'ils ont appliqué pour le Covid. Il y a une épidémie, ensuite ils en profitent pour nous fliquer, application anti-Covid, tout ça, pour imposer un contrôle sur nous, et par la suite, ils gardent ces mesures, ils ne les suppriment pas, et ils continuent à nous fliquer. L'objectif ultime, c'est l'élimination de la libre entreprise et de la concurrence au profit d'un monopole absolu sur les ressources naturelles, les banques et les transports. Alors, je fais encore une parenthèse, mais regardez ce qui est en train de se passer par exemple en France. Vous avez Shell, BP et Exxon qui vont laisser tomber plus de 90 stations-service en France, qui vont probablement être achetées par Total. Et c'est comme ça qu'on en arrive ensuite à des monopoles. On supprime la concurrence. Pareil dans les télécoms. SFR, petit à petit, ça va être démantelé. Et il restera à chaque fois moins de concurrents. Donc, ils pourront augmenter les prix d'une part. Et beaucoup plus travailler avec le gouvernement. Vous voyez. Les mouvements communistes ne sont pas des révoltes spontanées des opprimés, mais des outils de capture utilisés par les insiders pour consolider leur pouvoir sur les nations. D'ailleurs, c'est Lénine qui disait il n'existe pas de révolution spontanée. Donc, implicitement, il voulait dire que tous les départs de feu des pseudo-révolutions sont décidés par des élites de l'ombre. Je continue. Le défi majeur pour le citoyen est de surmonter le blocage psychologique qui l'empêche d'accepter une vérité aussi dérangeante. L'auteur appelle à une prise de conscience radicale, exhortant les individus intellectuellement honnêtes à privilégier la survie de la liberté et l'avenir de leurs enfants sur leur confort social immédiat. La vérité est accessible à ceux qui acceptent de regarder au-delà du camouflage pour identifier les acteurs qui tirent les ficelles de la politique internationale. La résistance commence par la capacité à voir l'image cachée dans le paysage. C'est ce qu'on fait, il me semble, sur cette chaîne, ensemble, depuis des années. Celle d'une petite clique de financiers internationaux manipulant les masses pour instaurer un nouvel ordre mondial où l'individu n'est plus qu'un numéro au service d'un monopole global. La survie de la nation dépend de la volonté des citoyens à rejeter les étiquettes de sophistication imposées par l'élite pour embrasser une analyse factuelle et sans concession de la réalité politique. Si des individus démunis comme Hitler ou Lénine ont pu aspirer à la domination mondiale depuis des mansardes, il est logiquement possible que des milliardaires conçoivent des ambitions identiques depuis des appartements de luxe à Manhattan ou à Londres. Ces derniers possèdent des atouts supérieurs, une éducation d'élite, un prestige social immense et des ressources financières illimitées. Contrairement à l'homme ordinaire qui aspire seulement au confort et à la sécurité familiale, ces insiders sont animés par une soif de pouvoir pervertie. On pourrait prendre Epstein comme exemple. Ils utilisent les idéologies comme des pions pour asseoir leur propre domination. Le communisme n'est pas un mouvement spontané des masses opprimées, mais une arme manipulée depuis les centres financiers de l'Occident. Il s'agit d'une entreprise conspiratrice internationale menée par des hommes haut placés visant la conquête globale. La philosophie marxiste n'est qu'une technique, un appât pour les naïfs. En réalité, le capitalisme financier de haut niveau utilise le communisme comme un marteau pour briser les structures sociales existantes. Les enquêtes sérieuses, comme celle du comité Rees en 1953, sont systématiquement étouffées par le pouvoir politique dès qu'elles remontent jusqu'aux fondations exonérées d'impôts et au monde de la haute finance. Le socialisme constitue la véritable voie royale vers le pouvoir pour les super riches. Le concept de dictature du prolétariat sert de couverture à l'établissement d'une dictature socialiste permanente. Le dogme marxiste prétend que l'État finira par dépérir est un mensonge flagrant destiné à rendre la tyrannie acceptable. En centralisant tout le pouvoir, la propriété et les décisions entre les mains de l'État, les conspirateurs créent un monopole total qu'ils contrôlent en coulisses.
Je vais faire une petite parenthèse ici. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens sur YouTube ou même sur des émissions télé. Alain Bauer, par exemple, il dit pas mal de choses juste ces derniers temps, mais c'est des gens qui feraient presque croire aux gens que le système va s'effondrer. Attali, il dit substantiellement la même chose. Le système va bientôt s'effondrer, etc. Ouais, mais les années passent, et en fait, ça ne se passe pas, enfin, du moins, ça ne se passe pas comme on pourrait l'imaginer. Il y a toujours des transitions, des adaptations, même du grand capital, qui sont là pour perpétuer leur pouvoir. Et en fait, non, leur système ne s'écroule pas. Mais tout le monde nous le dit, donc finalement, ça perpétue effectivement le mensonge, je sais pas, mais l'illusion qu'un jour on sera libre. Comme pour nous dire, attendez, ça arrive bientôt, donc la fin, donc vous n'avez pas à vous en occuper, donc du coup personne s'en occupe, parce que les gens sont naturellement paresseux, et rien n'arrive. C'est ça en fait. Je continue. Le dogme marxiste prétendant que l'État finira par dépérir, c'est un mensonge flagrant destiné à rendre la tyrannie acceptable. En centralisant tout le pouvoir, la propriété et les décisions entre les mains de l'État, les conspirateurs créent un monopole total qu'ils contrôlent en coulisses. Le socialisme n'est pas une étape vers le partage des richesses, mais un mécanisme de concentration du contrôle. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous lisez vraiment Marx, c'est ce qu'il décrit. C'est lui qui a inventé le concept de banque centrale. Donc, c'est bien un mécanisme de concentration du contrôle. La stratégie des insiders repose sur deux mensonges majeurs, l'inéluctabilité du collectivisme et son caractère populaire. La guerre psychologique vise à détruire la volonté de résistance en persuadant le public que la transition vers le socialisme est fatale, qu'on ne peut pas l'éviter. C'est vraiment ça. Même les citoyens farouchement anticommunistes finissent par accepter la socialisation de leur pays par résignation, convaincus qu'on ne peut pas lutter contre tout ça. Ce processus est facilité par des administrations politiques, qu'elles soient républicaines ou démocrates, qui font progresser l'agenda socialiste sous couvert de pragmatisme ou de gestion de crise. Des intellectuels de l'establishment confirment que même les dirigeants dits conservateurs participent activement à cette poussée vers le collectivisme. Le véritable ennemi n'est pas le révolutionnaire de rue, mais l'homme d'influence issu des meilleures universités. Ce dernier comprend que le pouvoir réel réside dans le contrôle du gouvernement. Plutôt que de se livrer à des activités criminelles classiques, il utilise les institutions pour établir un monopole global. La méconnaissance du public quant à la nature exacte de cet ennemi crée un chaos défensif. Tant que les citoyens ne définiront pas le communisme comme une conspiration de l'élite, ils resteront typiquement LFI et plus à gauche, ils resteront incapables de s'opposer efficacement à leur propre asservissement. La destruction de la volonté de résister, théorisée par Sun Tzu, est ici appliquée avec une efficacité redoutable par ceux qui tirent profit de la disparition de la libre entreprise. L'objectif ultime est une société où chaque individu est un rouage totalement dépendant d'un État omnipotent géré par une oligarchie financière. Le système politique actuel repose sur une distorsion délibérée des termes pour égarer l'opinion. Le spectre politique traditionnel, opposant le communisme, donc l'extrême gauche, au fascisme, extrême droite, est une supercherie. Les deux sont des formes de socialisme dictatorial. Petite parenthèse, on a eu un parti d'extrême droite qui était socialiste aussi, c'était le parti d'Hitler, le NSDAP, le parti national-socialiste. Donc c'est toujours socialiste, mais nationaliste. Vous voyez ? Donc il ne faut pas se leurrer là non plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas une extrême droite qui n'est pas contre le communisme, mais voilà. Donc entre les deux se trouve la République constitutionnelle, conçue par les pères fondateurs aux États-Unis, comme un gouvernement strictement limité pour protéger la liberté et l'entreprise privée. Cependant, depuis des décennies, les États-Unis glissent vers la gauche par un gradualisme patient, centralisant tous les pouvoirs au sommet de l'exécutif fédéral. Et regardez ce qui se passe, petite parenthèse. Oui, d'accord, Trump est au pouvoir, mais qui a le contrôle de New York maintenant ? C'est un maire très à gauche. Donc cette concentration rend la dictature inévitable, car il suffit alors de contrôler un seul homme pour diriger toute la nation. Le socialisme n'est pas un programme de partage des richesses, mais un mécanisme de consolidation et de contrôle de celles-ci. L'idée que les super riches perdraient tout sous le socialisme est une illusion entretenue pour les naïfs. D'ailleurs, vous vous souvenez,
des menaces de François Hollande. Notre ennemi, c'est la finance. Ouais, en fait, il s'est rien passé du tout. Et les riches, je sais pas s'ils sont partis massivement, mais en tout cas, ils sont revenus juste après. Donc, faut pas s'inquiéter pour eux, hein. En réalité, les insiders, Rockefeller, Ford, famille Kennedy, promeuvent le socialisme car ils leur offrent un monopole total sur l'économie, la finance et les ressources, tout en éliminant la concurrence. Pendant qu'ils prônent des taxes élevées pour la classe moyenne, ils protègent leur propre fortune via des fondations exonérées d'impôts. Le socialisme est l'outil parfait pour des mégalomanes en quête de pouvoir. Il permet à une petite oligarchie, environ 3% de la population, de régenter la vie des 97% restants. Le but ultime est de fusionner les nations socialisées dans un super-État mondial, probablement sous l'égide des Nations Unies. L'histoire n'est pas une suite d'accidents, mais le résultat d'une planification minutieuse. Les banquiers internationaux jouent un rôle pivot dans cette conspiration. Leur immense pouvoir vient du financement des gouvernements. Lorsqu'un État dépense plus qu'il ne perçoit, il s'endette auprès de ses banques, leur cédant ainsi une part de sa souveraineté. Pour garantir le remboursement de leurs prêts et maintenir leur influence, ces banquiers utilisent une stratégie redoutable. Si un dirigeant refuse de se plier à leurs exigences, il finance son rival ou son ennemi. Cette méthode de mise en pension des rois et des présidents nécessite de créer ou d'entretenir des conflits. La maison Rothschild a excellé dans cet art, s'enrichissant de manière colossale au XIXe siècle en finançant les deux camps adverses de chaque guerre. Comprendre la situation actuelle exige de voir la conspiration comme une main dont les doigts sont la Banque internationale, les fondations, le socialisme fabien et le communisme. Ces forces convergent vers un contrôle financier global. Les historiens de l'establishment occultent ces faits pour maintenir le public dans la confusion. Pourtant, les preuves montrent que le communisme n'est pas une révolte, un des masses opprimées, mais un mouvement créé et manipulé par l'élite économique. En centralisant le crédit et les ressources, ces manipulateurs d'argent construisent une prison collective sous couvert de paradis terrestre. C'est un petit peu, petite parenthèse, ce que nous dit le film Paradis pour tous d'Alain Gessua, avec Patrick Devers. La liberté, donc définie par la division du pouvoir en fragments, disparaît au profit d'un monopole absolu où l'argent sert d'appât et le contrôle fédéral sert de crochet. La stratégie des banquiers internationaux repose sur le principe de l'équilibre des puissances, utilisé pour contrôler les nations par la dette. Au XIXe siècle, la maison Rothschild a systématisé cette approche en finançant les deux camps lors des conflits européens. Cette méthode garantit que le souverain reste soumis à ses créanciers. Si un dirigeant s'oppose aux intérêts des banquiers, ces derniers financent son rival, comme on l'a déjà vu. La guerre est ainsi le moyen le plus efficace pour plonger un État dans un endettement massif, générant des intérêts colossaux pour une élite financière cosmopolite. Il est impératif de distinguer cette caste financière de toute appartenance religieuse ou ethnique. Si les Rothschild occupent une place centrale, des institutions anglo-saxonnes comme celles de JP Morgan ou de Rockefeller sont tout aussi impliquées. L'utilisation d'accusations d'antisémitisme par des organisations comme la Anti-Defamation League sert de bouclier tactique pour paralyser toute recherche honnête sur les banquiers internationaux et rendre le sujet tabou dans les universités. En réalité, ces manipulateurs de haut vol n'hésitent pas à financer des régimes oppressifs, y compris le nazisme, par l'intermédiaire des Warburg, prouvant que leurs intérêts de classe priment sur toute solidarité communautaire. Le contrôle de la monnaie constitue l'outil de domination ultime. Les banques centrales de l'Angleterre, de la France ou de l'Allemagne, bien que perçues comme des institutions publiques, sont des monopoles privés appartenant à des financiers. Ces derniers dirigent les politiques gouvernementales et tiennent entre leurs mains le destin des peuples. Karl Marx et Lénine considéraient d'ailleurs la centralisation du crédit au sein d'une banque nationale comme une étape cruciale pour la conquête d'un pays. Sans force militaire, une nation peut être soumise dès lors que son économie est contrôlée par un monopole monétaire. Aux États-Unis, la création de la réserve fédérale résulte d'une planification minutieuse. JP Morgan, agissant comme agent des Rothschild, a provoqué artificiellement la panique financière de 1907 pour convaincre l'opinion publique de la nécessité d'une réforme bancaire. En 1910, une réunion secrète à Jekyll Island, alors certains disent que c'était 1913,
a rassemblé les représentants des empires Morgan et Rockefeller sous la direction de Paul Warburg. Ils y ont élaboré le projet de la Réserve fédérale, choisissant ce nom pour dissimuler sa nature de banque centrale et tromper le public en lui faisant croire à un système régional décentralisé. Pour garantir l'adoption de cette loi, l'élite financière a manipulé l'élection présidentielle de 1912. En finançant simultanément Woodrow Wilson et Theodore Roosevelt, les insiders ont divisé le camp républicain pour assurer la victoire de Wilson, leur candidat dévoué. Ce dernier était supervisé par le colonel House, un agent de l'ombre, dont l'objectif affiché était l'établissement d'un socialisme d'inspiration marxiste. Sous cette influence, 2 piliers du manifeste communiste ont été instaurés, la banque centrale et l'impôt progressif sur le revenu. Ces mécanismes permettent de centraliser le pouvoir au sommet de l'exécutif, transformer le gouvernement en un instrument de monopole au service d'une élite financière mondiale. L'adoption de la loi sur la réserve fédérale, la Fed, le 22 décembre 1913, donc 2 jours avant Noël, évidemment ils utilisent toujours cette tactique-là pour qu'il n'y ait personne à l'Assemblée, constitue l'aboutissement d'une manœuvre de déception orchestrée par l'élite financière. Pour masquer l'origine privée du projet, ses propres auteurs, dont Nelson Aldrich et Frank Vanderlip, ont feint de s'y opposer publiquement. Ce stratagème a permis de présenter une législation rédigée par les banquiers comme une victoire du peuple contre le monopole de l'argent. Un petit peu la tactique utilisée par François Hollande dont on avait parlé tout à l'heure. En réalité, la loi a légalisé un gouvernement invisible, doté du pouvoir de manipuler l'économie par l'inflation ou la déflation selon les intérêts des cartels. La structure de la Fed échappe à tout contrôle démocratique. Bien que ses membres soient nommés par le président, ils agissent pour le compte des banquiers internationaux qui financent les campagnes électorales des 2 partis. Le système n'a jamais été audité et fonctionne de manière indépendante du gouvernement officiel. Depuis sa création, la dette nationale américaine a explosé, passant de 1 milliard à plus de 450 milliards de dollars en 71, donc vous imaginez en 2026, faisant des intérêts versés aux banquiers l'un des postes de dépenses les plus lourds de l'État. Ce mécanisme transforme la richesse nationale en une rente perpétuelle pour une oligarchie financière. L'histoire démontre que les crises économiques ne sont pas des accidents. Entre 1923 et 1929, la Fed a délibérément gonflé la masse monétaire, poussant le public à la spéculation boursière. Alors, peut-être qu'ils font la même chose avec les cryptos depuis quelques années, ou je sais pas, franchement, ils sont capables de tout. Une fois le piège en place, les financiers ont brutalement restreint le crédit, provoquant le krach de 1929. Cette manœuvre a permis aux initiés, informés des futurs changements de politique monétaire, de liquider leur position avant l'effondrement, puis de racheter les actifs réels à une fraction de leur valeur, donc quand le taux était au plus bas. Ce cycle de whipsawing, un mouvement de va-et-vient, a été répété lors de chaque récession ultérieure pour consolider la richesse mondiale. J'avais dit, moi, dans une vidéo il y a 6 ans, pendant le Covid, que c'est exactement ce que certains voulaient. Parallèlement au contrôle monétaire, les conspirateurs ont instauré l'impôt progressif sur le revenu, deuxième pilier du manifeste communiste, afin de garantir le remboursement des intérêts de la dette publique. Bien que cet impôt semble viser les riches, les plus grandes fortunes l'ont soutenu car elles disposaient déjà de structures d'évasion fiscale, comme les fondations exemptées d'impôts. Ce système sert en réalité à empêcher l'émergence de nouveaux concurrents en taxant les revenus de la classe moyenne montante, protégeant ainsi le monopole des familles qui sont déjà établies. Enfin, l'élite financière a infiltré et financé les mouvements de gauche et les groupes radicaux. Cette stratégie permet de capturer l'opposition et la diriger vers des solutions qui renforcent paradoxalement le pouvoir centralisé de l'État. Comme l'ont souligné des observateurs comme Oswald Spengler, les mouvements prolétariens ou communistes opèrent souvent, à l'insu de leurs membres, dans l'intérêt du grand capital. L'objectif ultime, c'est l'établissement d'une hégémonie financière mondiale, un mécanisme de contrôle supranational où une poignée d'hommes dirige l'économie et la politique de chaque nation depuis l'ombre. L'idéologie populiste du début du XXe siècle, bien que sincère dans sa volonté de limiter les abus des monopoles, donc là il fait référence à la loi antitrust de 1900, je sais plus combien, pour limiter la puissance de la Standard Oil. Donc il dit que ça a été instrumentalisé par l'élite financière.
En réclamant une intervention accrue de l'État, les mouvements progressistes ont servi les intérêts des grands cartels. Ces derniers préféraient un marché régulé qu'ils pouvaient contrôler plutôt qu'une libre concurrence menaçant leur hégémonie. Des figures comme Nelson Aldrich ont ainsi opéré des revirements spectaculaires pour soutenir l'impôt progressif sur le revenu. Ce mécanisme, présenté comme une mesure de justice sociale, est devenu un outil de contrôle. Il empêche les nouveaux concurrents d'accumuler des capitaux, tout en épargnant les dynasties établies grâce aux fondations privées, Rockefeller, Carnegie, etc., créées juste avant l'application de la loi. La guerre est le moteur principal de l'explosion de la dette nationale. Bien que Woodrow Wilson ait été réélu sur la promesse de neutralité, son conseiller de l'ombre, le colonel House, négociait déjà l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Le naufrage du navire Lusitania, qui transportait illégalement des munitions, a été exploité par une presse sous influence pour fabriquer un consentement populaire. Cette implication a généré des profits colossaux pour les banquiers comme JP Morgan, agent financier de l'Angleterre, et Bernard Baruch, devenu dictateur de l'industrie de guerre américaine. Selon Winston Churchill, cette intervention américaine a empêché une paix négociée, prolongeant le conflit et créant le terreau fertile pour l'émergence du fascisme et du nazisme. La révolution bolchevique de 1917 constitue l'exemple le plus frappant de cette manipulation par le haut. Contrairement au mythe d'un soulèvement populaire contre le tsar, la prise de pouvoir communiste a été financée par la haute finance internationale. Alors que le tsar avait déjà abdiqué en faveur d'un gouvernement provisoire, Lénine a été acheminé de Suisse par le haut commandement allemand avec des millions en or, via Max Warburg. Simultanément, Léon Trotsky a quitté New York avec le soutien de Jacob Schiff, partenaire de Kuhn Loeb & Co., qui aurait investi 20 millions de dollars dans le triomphe du bolchevisme. Malgré son arrestation initiale au Canada, Trotsky était libéré sous la pression de colonel House et des services britanniques. Cette convergence d'intérêts entre capitalistes internationaux et révolutionnaires radicaux n'est paradoxale qu'en apparence. Pour les insiders, le socialisme n'est pas un système de partage, mais, comme on l'a déjà vu, un instrument de concentration du pouvoir. En finançant les deux camps des conflits et en installant des régimes totalitaires, l'élite financière élimine la résistance des nations souveraines et remplace le libre marché par un monopole global. La Russie est ainsi devenue un laboratoire pour une gestion centralisée de la société. Donc là, c'était quand l'URSS existait, encore. Donc financé par les cercles bancaires de Londres et de New York, dont les membres de la famille Warburg occupaient des postes stratégiques des deux côtés du front. Le financement de la révolution bolchevique ne fut pas un acte de charité, mais un investissement stratégique de la part de la haute finance internationale. Jacob Schiff, via la Kuhn Loeb & Co., a injecté des millions de dollars pour renverser le tsar, puis le gouvernement Kerensky, continuant ses transferts de fonds même après que la nature brutale des bolcheviks fut connue. En retour, entre 1918 et 1922, les soviétiques auraient transféré 600 millions de roubles en or à la firme de Jacob Schiff. Ce soutien n'était pas isolé. Les intérêts Morgan et Rockefeller ont également contribué financièrement au mouvement révolutionnaire. Au Royaume-Uni, Lord Alfred Milner, figure centrale du groupe secret The Round Table, dont parlait beaucoup d'ailleurs Anthony Cyril Sutton, a joué un rôle de payeur à Pétrograd, distribuant des fonds pour inciter les soldats à la mutinerie. Donc on parlait de cette collusion entre capitalistes et communistes, et c'est une trahison flagrante des intérêts nationaux. Alors que les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient en guerre contre l'Allemagne, le financement des bolcheviks a permis le retrait de la Russie du conflit, libérant des divisions allemandes pour tuer des soldats alliés sur le front occidental. Le mobile de ces insiders est la conquête mondiale. Alors pour rappel, ceux qu'il appelle les insiders, c'est ceux qui sont à l'intérieur de ce petit cercle de conspirateurs en fait. Ceux qui savent, ceux qui sont dedans. Alors, j'en profite pour vous dire que ce résumé en version PDF, il est inclus dans le post sur Patreon, où vous allez tout en bas. Et pour les autres, il est disponible sur Patreon. En installant le communisme en Russie, ils ont créé une base géographique pour attaquer les autres nations et un ennemi nécessaire pour justifier la socialisation et l'endettement de l'Occident.
Le contrôle est maintenu par la dépendance économique et le transfert constant de technologies occidentales vers l'URSS, faisant de cette puissance une création directe des intérêts financiers de New York et de Londres. L'après-guerre a servi à structurer ce pouvoir mondial. L'échec de la Société des Nations, rejeté par un Sénat américain méfiant, a poussé les insiders à changer de tactique. C'est comme à cause des complotistes, pour eux, sous nos attaques, ça les pousse à s'adapter, à changer de tactique. Alors vous allez dire, ça les pousse à accélérer leur plan. Oui, mais de cette façon, ça rend leur plan encore plus visible pour la masse. Donc c'est à double tranchant pour eux. Est-ce qu'on peut y croire? Oui, il faut toujours avoir de l'espoir d'une part. Et je les trouve de plus en plus en difficulté. Ils galèrent. Ça, c'est toujours bon signe. Il faut pas croire qu'ils sont tout puissants non plus. Sous l'impulsion donc du colonel House, le Council on Foreign Relations, le CFR, a été créé pour convertir l'opinion américaine à l'internationalisme. Cette organisation est la branche américaine d'une conspiration plus vaste, née de la vision de Cecil Rhodes. Ce magnat des diamants, soutenu par Lord Rothschild, souhaitait établir un gouvernement mondial dirigé par une élite financière, tout simplement. Rhodes a modélisé sa société secrète sur les structures des Jésuites et des Illuminati d'Adam Weishaupt, visant une dictature mondiale sous couvert de paix et de socialisme. Il est crucial de distinguer le capitalisme de libre entreprise du capitalisme de cartel. Le premier repose sur la concurrence et la moralité, tandis que le second utilise l'État pour imposer des monopoles et détruire ses rivaux. Ces socialistes d'entreprise, entre guillemets, utilisent le communisme comme un marteau pour briser les nations souveraines. Ils ne craignent pas le communisme parce qu'ils le contrôlent par le haut. C'est ça la synarchie. Le CFR, qui domine les administrations américaines successives, travaille activement à l'abolition de la Constitution au profit d'un gouvernement mondial. Toute opposition à ce plan est systématiquement marginalisée par les médias de l'establishment qui présentent ces manipulateurs comme des philanthropes bienveillants. La structure de la société secrète, entre guillemets, initiée par Cecil Rhodes, repose sur un système de cercles concentriques. Le noyau central, financé par Rhodes et dirigé par Lord Alfred Milner, a donné naissance à des organisations de façade destinées à influencer les politiques nationales sans révéler leur origine commune. La CIA, petite parenthèse, a fait un peu la même chose ces dernières décennies. Ils utilisent des sociétés à écran pour certaines activités. Et il n'y a pas que, il n'y a pas que. En 1919, lors de la conférence de la paix à Paris, le colonel House et des experts liés aux intérêts Morgan ont jeté les bases du Royal Institute of International Affairs en Grande-Bretagne et du Council on Foreign Relations aux États-Unis. Pour éviter une réaction patriotique du public américain, ces deux entités ont été présentées comme autonomes, alors que le CFR est en réalité une filiale du groupe de la Round Table, de la table ronde. Le CFR est devenu le véritable gouvernement invisible des États-Unis, regroupant l'élite de la finance, Rockefeller, Morgan, Kuhn, Loeb, de l'industrie, des médias et du monde académique. Malgré son influence colossale, l'organisation maintient un anonymat quasi total grâce à son contrôle sur les grands organes de presse, New York Times, CBS, NBC, etc., dont les dirigeants sont souvent membres du conseil. Cette discrétion permet au CFR de placer ses membres à des postes clés de chaque administration depuis Franklin Roosevelt, garantissant que les décisions gouvernementales en matière de défense et de diplomatie s'alignent systématiquement sur les objectifs du groupe. L'un des succès majeurs du CFR fut l'infiltration du département d'État avant la Seconde Guerre mondiale. Un comité de planification entièrement composé et financé par le CFR a conçu la structure des Nations Unies. L'ONU n'est pas une organisation de paix, mais le premier jalon d'un super-État mondial contrôlé par les banquiers internationaux. Lors des conférences de Téhéran, Yalta et Potsdam, des agents du CFR ont conseillé les présidents américains, facilitant la cession de territoires et de populations à Staline, renforçant ainsi délibérément la menace communiste pour justifier un futur ordre communiste. Mondial. Petit lapsus révélateur. L'objectif final du CFR est l'abolition de la souveraineté des États-Unis et de ses garanties constitutionnelles au profit d'un gouvernement mondial socialiste. Alors vous savez, des gens comme François Hollande, etc., lors des universités d'été, cherchaient à cacher ce terme. Ils parlaient de gouvernement international.
Cette ambition est ouvertement admise dans leur propre publication, comme l'étude numéro 7 de 1959, que je vous avais traduit en français d'ailleurs, qui est très importante pour comprendre ça. D'ailleurs, l'étude numéro 7, c'est Bilderberg, il me semble, c'est pas CFR. Le Conseil assure la pérennité de ce projet en contrôlant les deux principaux partis politiques américains. Que l'administration soit démocrate ou républicaine, les postes stratégiques sont occupés par des membres du CFR. Sous Richard Nixon, cette domination a atteint un sommet avec plus de 110 membres nommés à des fonctions clés, dont Henry Kissinger, transfuge direct du personnel du CFR. Cette convergence d'intérêts apparemment opposés, banquiers internationaux, chefs syndicaux socialistes et fondations exonérées d'impôts, Ford, Rockefeller, Carnegie, au sein d'une même loge, démontre que le conflit idéologique traditionnel est une façade. Ces insiders utilisent le capitalisme de cartel pour détruire la libre entreprise et instaurer une dictature mondiale où la richesse et le pouvoir seraient concentrés entre leurs mains. Faut que vous voyiez le téléfilm Harrison Bergeron à ce propos, je vous avais traduit les sous-titres il y a quelques années, je l'ai remis sur la nouvelle chaîne, là. Donc, utilisant le socialisme comme instrument de contrôle des masses. Les alternances politiques entre démocrates et républicains, ou en France entre la gauche et la droite, peu importe, ne modifient jamais la trajectoire profonde d'un pays comme les États-Unis. Parce que le CFR, le Council on Foreign Relations, assure une continuité permanente au sommet du pouvoir. C'est un petit peu ce qui explique l'extrait que je vous avais montré maintes fois du film Hills de Jean-Daniel Simon, où il dit dans la voiture, il dit qui êtes-vous? Mais qui sont les Hills, quoi? Et un des mecs du pouvoir profond lui dit vous savez, nous sommes... Tout ce qui explique cette continuité invisible au-delà des années, malgré les alternances droite-gauche, etc. Donc cette élite d'insiders ne manifeste aucune répugnance à collaborer avec le communisme pour atteindre ses objectifs de contrôle global. Le professeur Quigley, Carol, confirme l'existence de ce réseau international, lié au groupe de la Table Ronde, qui utilise son prestige et sa richesse pour mener le pays vers des impasses militaires et financières, comme l'illustrent les tragédies de Corée du Vietnam. L'Iran aussi, c'était une impasse. Ils auraient trouvé un accord de paix aujourd'hui, là, mais quand on ne peut pas définir de vainqueur d'une guerre de l'extérieur, ça veut dire que ceux qui ont gagné quelque chose sont ceux qu'on ne voit pas. Au niveau international, le groupe des Bilderbergers complète l'action du CFR. Fondé en 1954 par le prince Bernhard des Pays-Bas, ce cercle réunit annuellement les élites financières et politiques de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Son but ultime est l'instauration d'un gouvernement mondial. Des figures comme David Rockefeller, le baron Edmond Rothschild et des dirigeants de banques internationales comme la Banque mondiale ou le FMI et coordonnent les politiques transatlantiques dans un secret absolu. Le silence médiatique entourant ces réunions n'est pas fortuit. Les dirigeants des grands groupes de presse sont eux-mêmes membres de ces organisations. Les décisions prises lors de ces rencontres confidentielles, comme celle de Woodstock en 1971, précèdent souvent des changements géopolitiques majeurs, tels que l'ouverture vers la Chine communiste ou la dévaluation du dollar. Le soutien des insiders au régime soviétique constitue une constante historique majeure. Dès la révolution bolchevique, des personnalités liées au CFR, à l'instar de Herbert Hoover, ont sauvé le régime de l'effondrement par l'envoi massif de vivres. Par la suite, la Standard Oil et la Chase National Bank ont activement participé à la reconstruction de l'économie soviétique par des investissements et des crédits. Les recherches du professeur Anthony Sutton démontrent que les 2/3 de la grande industrie soviétique ont été bâtis grâce à l'assistance technique et financière américaine. Cette aide a permis au bloc de l'Est de devenir l'arsenal du Viet Cong pendant la guerre du Vietnam. Pendant que des soldats américains tombaient au combat, l'administration Johnson, saturée de membres du CFR, facilitait le commerce de produits dits non stratégiques avec l'URSS. En réalité, ces biens incluaient des composants essentiels à l'effort de guerre ennemi, tels que des équipements électroniques, du pétrole et des produits chimiques. Les familles Rockefeller et Eaton ont même officialisé des alliances pour stimuler ce commerce avec les régimes communistes d'Europe de l'Est. Cette stratégie vise à renforcer délibérément un adversaire pour justifier les dépenses militaires colossales et à terme fusionner les systèmes économiques vers un collectivisme mondial.
L'ennemi communiste est un outil créé et entretenu par les financiers internationaux pour servir de levier à leur propre agenda de domination globale, transformant les conflits armés en de simples instruments de gestion politique et financière. L'alliance entre les frères Rockefeller via l'International Basic Economic Corporation, IBEC, et la famille Eaton à travers Tower International constitue le pivot central du transfert technologique vers le bloc soviétique. Ce partenariat, renforcé par l'entrée de la banque NM Rothschild & Sons dans le capital d'IBEC, permet de contourner les circuits officiels pour fournir à l'URSS des infrastructures industrielles massives. Sous couvert de biens non stratégiques, ces familles construisent des usines de caoutchouc synthétique et d'aluminium, indispensables à la fabrication de chars et d'avions de chasse. En détenant le monopole des brevets et des licences technologiques, les Rockefeller gèrent de fait la recherche et le développement de la machine de guerre soviétique. Cette collaboration directe avec l'ennemi déclaré, alors que les soldats américains meurent au Vietnam sous le feu d'armes financé par l'Est, s'apparente à une trahison que seule l'absence de déclaration de guerre formelle permet de masquer légalement. L'influence de David Rockefeller sur le Kremlin dépasse les apparences diplomatiques. Sa visite à Moscou en 1964, suivie immédiatement de la destitution de Nikita Khrouchtchev, suggère que le véritable centre de décision ne se situe pas en URSS, mais au sein de l'élite financière new-yorkaise. Le communisme apparaît alors non pas comme un adversaire des capitalistes internationaux, mais comme leur agent ou leur création, utilisé pour justifier des budgets de défense colossaux tout en consolidant un pouvoir centralisé mondial. La dialectique entre les deux blocs est une mise en scène destinée à masquer une coopération profonde au sommet. Sur le plan intérieur, le contrôle de la présidence américaine s'exerce par une subordination financière et politique totale. Richard Nixon, malgré une image publique de conservateur, est entré dans l'orbite des Rockefeller dès 1960, lors du pacte de la 5e Avenue. À cette occasion, il a sacrifié le programme républicain traditionnel au profit des plans collectivistes de Nelson Rockefeller. Après ses échecs électoraux, Nixon a été sauvé de l'oubli politique par cette élite, logée dans un immeuble de luxe appartenant aux Rockefeller et employé par le cabinet d'avocats de John Mitchell, lui-même agent personnel de la famille. Une fois élu, Nixon a remboursé ses dettes politiques en nommant Henry Kissinger, un conseiller de longue date des Rockefeller et membre du CFR, au poste de conseiller à la sécurité nationale. Même conseiller, Kissinger, qui a contribué à écrire un rapport dont je vous ai parlé récemment dans une vidéo, NSSM 200, qui disait que, en gros, la croissance démographique des peuples du tiers-monde était une menace de sécurité nationale. Donc préconiser des choses pour ralentir cette croissance. Cette dynamique permet de mettre en œuvre un programme radicalement libéral et socialiste sous une étiquette conservatrice. Nixon a ainsi pu imposer des contrôles sur les prix et les salaires, ou orchestrer le retrait du Vietnam sans subir les foudres de l'opposition qui aurait frappé un président démocrate. Les médias, contrôlés par les mêmes intérêts, occultent cette réalité en se focalisant sur des sujets secondaires, permettant à l'administration de progresser vers un ordre mondial centralisé. On a, petite parenthèse, maintenant même notre président de la République qui utilise, j'ai l'impression, cette technique, en se focalisant sur des sujets secondaires pour finalement faire avancer l'agenda mondialiste ou celui qui détruit la France, quoi. La rhétorique conservatrice lui sert de couverture pour neutraliser la base électorale de droite, tandis que les actions concrètes renforcent systématiquement le pouvoir des insiders et de leurs alliés communistes. L'objectif final est la fusion des systèmes économiques vers un collectivisme global dirigé par l'élite financière. Donc, encore une fois, ceux qui n'ont pas vu la première partie de la vidéo, je vous conseille de voir le téléfilm Harrison Bergeron, dont j'avais traduit les sous-titres, que j'ai remis sur cette chaîne. Richard Nixon utilise une rhétorique conservatrice comme écran de fumée pour masquer une mise en œuvre radicale du programme socialiste. Cette stratégie de l'obscurcissement, confirmée par des observateurs libéraux comme Stuart Alsop ou John Kenneth Galbraith, permet de faire accepter des mesures que l'opinion publique rejetterait violemment si elles étaient portées par un démocrate. En se déclarant ouvertement keynésien, Nixon adopte une doctrine économique conçue par les insiders de la finance internationale pour justifier des dépenses déficitaires massives. Ces déficits ne sont pas des erreurs de gestion, mais un mécanisme délibéré.
Il génère des intérêts colossaux pour les banquiers qui créent l'argent par de simples jeux d'écriture comptable, tout en provoquant une inflation galopante. L'inflation, qui est techniquement une augmentation de la masse monétaire par l'État et non une simple hausse des prix, sert de prétexte à l'instauration de contrôles sur les prix et les salaires. Ces mesures constituent une étape cruciale vers le totalitarisme, car elles suppriment la liberté économique, dernier rempart de la liberté individuelle, pour transférer le contrôle total de la société à une branche exécutive omnipotente. Et qu'est-ce qui se passe, la petite parenthèse, actuellement, en France et dans plein de pays d'Europe et du monde en 2026? L'inflation grimpe, hein. Là, dernièrement, la Banque de France a relevé l'inflation qui était prévue pour 2026 et a baissé le taux de croissance. Donc l'inflation grimpe, et comme par hasard, on voit une restriction de nos libertés progressive. Hein. Légiférer sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, etc., etc., etc. Comme par hasard, ça arrive en même temps. Hein, il écrivait ça en 71, vous imaginez? Voilà, car elle supprime donc la liberté économique, dernier rempart de la liberté individuelle. Donc parallèlement, le programme de nouveau fédéralisme et le partage des revenus agissent comme des pièges centralisateurs. Sous couvert de rendre le pouvoir aux localités, l'argent est d'abord drainé vers Washington avant d'être redistribué avec des conditions strictes, créant une dépendance financière qui détruit l'autonomie des États au profit du pouvoir fédéral. L'objectif ultime de cette élite est la création d'un nouvel ordre mondial, une fusion de toutes les nations dans un gouvernement mondial dictatorial. Ce projet nécessite l'érosion systématique de la souveraineté nationale et l'intégration des blocs comme la Chine communiste dans une structure globale unique. Les organisations comme le CFR et les United World Federalists œuvrent activement à l'établissement d'une Cour suprême et d'une force de police internationale, instrument nécessaire pour maintenir les populations dans l'obéissance. Sous l'égide des fondations Ford, Carnegie et Rockefeller, des planificateurs élaborent déjà des modèles de gestion globale, tels que le World Game, visant à contrôler les ressources et les mouvements de population à l'échelle planétaire, préfigurant une société de contrôle totalitaire où toute indépendance nationale aurait disparu. La capture définitive du pouvoir s'appuie sur la tactique de la pression par en haut et par en bas. La pression d'en haut est exercée par l'élite financière et les agents de l'establishment infiltrés dans le gouvernement, donc c'est ça une synarchie, qui centralise les leviers de commande et multiplie les régulations. La pression d'en bas, donc en fomentant l'anarchie, est fournie par des mouvements radicaux et révolutionnaires qui, bien que se croyant opposés au système, servent de marionnettes pour déstabiliser la société et exiger des changements vers le socialisme. Ce mouvement de tenaille vise à broyer la classe moyenne, c'est-à-dire celle qui paye pour tout le monde finalement, dernier obstacle au collectivisme. De même que la famille d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils cherchent à détruire l'islam aussi, de l'extérieur. Les agitateurs de rue créent le chaos nécessaire. Ça c'est 1971, 2026. Après un match PSG-Arsenal, on laisse répandre le chaos avec des mecs qui traversent le périphérique parisien pour venir envahir tous les alentours des Champs-Élysées, etc. et tout casser. Donc écoutez bien ça. Les agitateurs de rue créent le chaos nécessaire pour justifier l'expansion du pouvoir étatique, permettant aux insiders de consolider leur richesse et leur domination absolue sous l'apparence d'une utopie humanitaire, ou bien de remettre de l'ordre, tout simplement. Nixon n'est ainsi qu'un agent de cette transition, utilisant son image de conservateur pour neutraliser toute résistance de la droite américaine, pendant que les structures d'un État mondial socialiste se mettent en place. L'élite financière, composée des insiders du CFR et des dynasties Rockefeller ou Rothschild, finance paradoxalement les mouvements radicaux de gauche pour déstabiliser donc la société. Des témoignages comme celui de James Cunan confirment que de grandes entreprises et fondations subventionnent les agitateurs de rue. Cette stratégie vise à créer un chaos tel que le public, effrayé, acceptera des lois de plus en plus répressives. C'est ce qui va se passer. Et une centralisation accrue du pouvoir pour rétablir l'ordre. Et voilà. On a déjà, comme je le disais, des gens comme Bardella et d'autres qui arrivent là et qui disent, regardez, c'est le chaos. Nous, on va rétablir l'ordre en 2027 si vous votez pour nous. Voilà. Les radicaux ne sont que des outils permettant aux libéraux de limousine d'instaurer une dictature de l'élite déguisée en dictature du prolétariat. Des organisations comme... Alors, on va faire une parenthèse ici. Comment vous pouvez le reconnaître, par exemple, dans des partis de droite ou d'extrême droite? Par exemple, le Rassemblement national,
ils ont un discours, je trouve, populiste, c'est-à-dire ils essaient de séduire la masse, les gens lambda, mais qu'est-ce qu'ils font dans les actes? Ils sont amis, comme tout, ils sont copains avec le MEDEF, donc le grand capital, enfin, donc les grands patrons français, etc. Donc, vous voyez bien qu'il y a un discours et autre chose. C'est-à-dire, s'il passe, dites-vous que des choses comme le RSA ou le chômage pourraient être très fortement limitées, voire supprimées, par exemple, entre autres choses. Voilà, donc les radicaux, je répète cette phrase, ne sont que des outils permettant aux libéraux de limousine d'instaurer une dictature de l'élite déguisée en dictature du prolétariat. Les organisations comme Common Cause, présentées comme citoyennes mais financées par les plus grandes fortunes mondiales, servent à canaliser le vote populaire vers des politiques socialistes qui renforcent en réalité le pouvoir des ultra-riches. Alors, ça me fait penser aussi à des magazines en ligne comme Slate.fr. Quand vous regardez, c'était le cas il y a plusieurs années quand ça avait été fondé, quand vous regardez tout en bas, c'était financé par BNP Paribas et d'autres banques, en fait, les fonds de pension. Et il y avait des articles d'Atali, etc. Donc, on vous fait croire que c'est un média progressiste. Ouais, mais derrière, il y a des banques. Je répète cette phrase. Canaliser le vote populaire vers des politiques socialistes qui renforcent en réalité le pouvoir des ultra-riches. Le système politique américain est devenu une illusion où les deux partis sont contrôlés par la même clique. Richard Nixon, bien qu'élu sur un programme conservateur, applique les mesures de ses adversaires. Contrôle des prix, budget déficitaire et rapprochement avec la Chine communiste. L'objectif est de maintenir les citoyens dans une confusion permanente, les forçant à choisir entre deux candidats qui, malgré des rhétoriques opposées, servent les mêmes intérêts mondialistes. Les insiders utilisent particulièrement les présidents républicains pour faire passer des mesures liberticides parce que la vigilance des citoyens conservateurs s'endort lorsqu'un des leurs est au pouvoir. La survie de la République dépend de l'exposition de cette conspiration, car elle ne peut prospérer que dans l'ombre. L'auteur identifie 14 signes précurseurs de l'esclavage totalitaire, parmi lesquels les restrictions sur les mouvements de capitaux. Ça on peut en parler. Donc 55 ans après, là en 2026, on ne peut faire des transactions en liquide maintenant que de quoi 1000 euros, 1500 euros? Est-ce que vous imaginez? Moi je me souviens très bien, je vais vous dire à la louche, jusqu'en 2011-2012, on pouvait faire des transactions en cash jusqu'à 10-15 000 euros. À partir de 2014, je dirais, on est tombé à 3000 ou 3005. Ça a été le cas pendant plusieurs années. Et maintenant, c'est réduit comme une peau de chagrin à 1000, 1500 euros. D'ailleurs, ils voudraient qu'on n'utilise plus de cash. Et sous prétexte de quoi? De lutter contre le financement du terrorisme? D'accord, ouais. Mais ce qu'oublient les gens quand ils utilisent massivement leur carte bleue et tout, c'est que le cash, ça permet de rester libre. C'est-à-dire d'acheter des choses sans que votre banquier soit au courant, sans que une boîte noire qui analyse les transactions de tous les Français soit au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je continue sur les autres signes précurseurs de l'esclavage totalitaire. Abolition de la possession d'armes, ça aussi comme par hasard, ça avance. Vous vous souvenez, juste après le Covid, là, la gendarmerie nationale encourageait les Français à rendre des armes vieilles, etc. Bah oui, parce que c'était encore... il y avait encore des résurgences de gilets jaunes et ils voulaient pas du tout que ça pète davantage, bien sûr. Ensuite, le contrôle des transactions financières via la sécurité sociale. Ah bah oui, ça aussi. Les contrôles des prix et des salaires. Plusieurs de ces étapes sont déjà franchies ou en cours de mise en route. Le désarmement de la population reste la priorité absolue des collectivistes, car une citoyenneté armée constitue l'ultime obstacle à une prise de contrôle totale. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait récemment. Plusieurs gouvernements, dont la France, si je dis pas de conneries. Il y a une marque turque qui fait des armes à blanc, donc des armes qui tirent à blanc. Et cette marque-là est très facile à transformer en véritable arme. Et ben, en un temps, 3 mouvements, ils ont interdit déjà cette marque turque dans nos pays. Donc comme quoi ils peuvent être rapides quand ils veulent, quand c'est dans leurs intérêts, vous voyez ce que je veux dire? Donc tiens, voilà, une citoyenneté armée constitue l'ultime obstacle à une prise de contrôle totale.
La solution réside dans une action individuelle immédiate en dehors des canaux contrôlés par l'élite. Il ne s'agit pas d'affronter le système frontalement, mais de réaliser un débordement par l'éducation de masse. Donc là, c'est ce qu'il conseille de faire l'auteur, et je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire créer un flot de réinformation pour que les gens soient au courant, et pour essayer de compenser le lavage de cerveau des médias mainstream, etc. Donc l'objectif est de créer une minorité consciente et informée, capable de briser le monopole de l'information des grands médias. Le combat n'est pas seulement politique, il est une question de survie face à un projet de dictature mondiale utilisant la terreur comme outil de gouvernance. L'inaction ou la neutralité ne sont plus des options, parce que les insiders comptent précisément sur la passivité et la peur du ridicule des classes moyennes. Oh là là, ils vont me traiter de complotiste si je dis un truc différent à un dîner en ville, là. Je peux pas dire que je suis d'accord, parce que sinon je vais passer pour un complotiste. La peur du ridicule des classes moyennes pour parachever donc leur entreprise. Leur emprise aussi. La résistance commence par la diffusion massive de ces faits pour forcer un réalignement politique fondé sur des principes et non sur des personnalités manipulées. La lutte contre la conspiration des insiders repose sur une stratégie de décentralisation et d'action locale, nommée l'end run, le débordement. Contrairement au Council on Foreign Relations, qui œuvre pour la centralisation mondiale du pouvoir et bénéficie d'un silence médiatique complice, les organisations patriotiques comme la John Birch Society sont systématiquement vilipendées. Pour briser cette emprise, l'action doit se concentrer sur la cellule de base de la structure politique, le quartier, la circonscription électorale de base. C'est à ce niveau que se gagnent les élections, souvent à quelques voix près. Influencer ses voisins et distribuer massivement des informations permet de créer une base d'opinion publique que les médias ne peuvent plus étouffer. Voilà. Écoutez, je vous propose d'en terminer ici avec la lecture de la deuxième partie de mon résumé audio. Il reste quelques pages que vous pouvez retrouver dans mon résumé en PDF. Je vous dis à très bientôt.